Monsieur le Président, merci pour l'accueil et l'interview que vous accordez pour la toute première fois au magazine On est chez Africa. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le 24 janvier 2019 que vous deveniez officiellement chef de l'État de la RDC. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, comment appréhendez-vous votre fonction, mais aussi l'homme que vous êtes devenu? Bien, d'abord, je tiens à vous remercier et à encourager ce magazine congolais en lui souhaitant bon vent, plein succès dans son évolution. Effectivement, depuis que je suis devenu chef de l'État, j'ai acquis effectivement beaucoup d'expérience grâce à mes contacts ici au pays, mais également en international. J'ai consacré beaucoup de temps à comprendre les raisons pour lesquelles mon pays était tombé si bas, alors que c'est un pays qui possède des atouts dans beaucoup de domaines et lesquels atouts peuvent faire de lui le fer de lance des nations du monde. Et c'est depuis tout ce temps que je m'attelle à faire reculer les fléaux qui ont frappé ce pays. Je pense ici à la pauvreté, à l'insécurité, mais également à la corruption, laquelle corruption est vraiment à la base de tout le mal que nous vivons ici, y compris les fléaux que j'ai cités de pauvreté et d'insécurité. Voilà ce à quoi moi je me suis attelé et que je continue à faire en développant évidemment les politiques qu'il faut. Aujourd'hui, avec le gouvernement qui conduit la politique du pays, nous avons atteint beaucoup d'objectifs. Nous avons réalisé beaucoup de projets, de paramètres, et je crois que nous pouvons dire avec confiance que nous sommes en train de remettre le Congo sur les rails, les bons rails en tout cas, et qui vont faire que demain nous atteignions les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La RDC est un grand pays, un vaste pays, et donc une multitude de défis à relever. Est-ce facile? Bien sûr. Non, ce n'est pas facile. J'allais aussi dire, est-ce possible? C'est possible. C'est possible avec d'abord la volonté et la détermination, mais également l'engagement, parce que en arrivant à la tête du pays, j'ai constaté que, à cause évidemment de toutes les crises politiques qu'il y a eu dans ce pays, toutes les difficultés, les Congolais ne croyaient plus dans leur pays. Et ici, c'est surtout dans une frange de la population que j'estime être la plus importante, c'est-à-dire la jeunesse. Notre jeunesse était vraiment désespérée quand je suis arrivé à la tête de ce pays. Regardez les conditions dans lesquelles l'éducation se fait. Il n'y avait aucun débouché sûr à la sortie de leurs études. Il n'y a aucun encadrement social, que ce soit au niveau de la famille comme au niveau de la société. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Mais aujourd'hui, avec la politique que nous impulsons, nous voyons que le patriotisme revient. Il n'y a qu'à voir l'engouement aujourd'hui à défendre la patrie. C'était des choses qu'on ne voyait plus dans ce pays, tellement que le désespoir avait atteint des proportions énormes. Aujourd'hui, nous sommes en train, comme je l'ai dit, de redorer l'image ternie de notre pays. Et tout ce que je demande, moi, c'est que chaque Congolais, là où il est, dans ce qu'il fait, se mette à croire dans ce pays. Ce pays est un véritable don de Dieu. Nous avons le devoir et la responsabilité de le relever et de le diriger de telle sorte
qu'il regagne sa place, la place qui est la sienne, celle de leader continental et même mondial. Puisque nous parlons des défis quand même à relever, on voit que le plus épineux, c'est certainement l'insécurité à l'Est. Bien sûr, bien sûr. Comment expliquez-vous ce problème, Monsieur le Président? Bon, c'est déjà un problème qui date d'une vingtaine d'années, hein, et très exactement depuis 1994, année à laquelle il y a eu ce drame que nous déplorons tous, le génocide rwandais. Et c'est à l'appel de la communauté internationale que le Zaïre, à l'époque, avait ouvert ses frontières aux sinistrés, aux réfugiés, à tous ceux qui fouillaient le génocide. Et malheureusement, dans le flot de réfugiés, il y a eu les génocidaires eux-mêmes qui étaient en perdition au niveau des combats à Kigali et autour. Et donc, cela, avec le temps évidemment, parce qu'ils se sont entre-temps organisés ici, ils ont commencé aussi à porter des attaques sur le Rwanda. Et donc, avec le temps, le Rwanda a obtenu, même de manière implicite, un droit de poursuite. L'un dans l'autre, le régime du maréchal Mobutu tombé, un autre régime installé à la faveur du Rwanda et de l'Ouganda a vu le jour, et avec la complicité ou l'aval de celui-ci, a permis justement ces incursions et ce droit de poursuite à l'intérieur de la République. Et lorsque plus tard, les relations se sont dégradées entre ce régime, le régime de l'AFDL et ses parrains, eh bien, les parrains avaient déjà pris pied dans notre pays. Ils avaient déjà contrôlé certains rouages de la République, certaines personnalités politiques aussi. Et cela a fait qu'ils ont créé des rébellions qui ont occupé l'Est du pays dans son grand ensemble, donc l'Est et le nord du pays. Et ce sont ces rébellions qui ont provoqué évidemment la résistance locale par la formation de groupes armés. Et l'un dans l'autre, ça a créé une insécurité à n'en pas finir. Et ce sont ces groupes armés qui ont évolué au gré des alliances et des désalliances, ont fait aujourd'hui qu'il y a une insécurité criante. Vous ajouterez à cela l'exploitation illicite des minerais, parce que ce sont des zones riches en minerais. Quand vous ajoutez à cela cette exploitation illicite, vous comprenez que dans ces zones-là, il y a des trafics en tout genre. Il y a des trafics d'armes, des trafics de minerais, des trafics d'êtres humains, des trafics de produits agricoles également. Donc c'est vraiment devenu des zones de non-droit. Parce qu'évidemment, entre-temps, les voisins ont vu qu'il y avait matière à en profiter. Et donc, ils ont souhaité entretenir cette insécurité, parce que d'une part, ça faisait une zone tampon entre leur pays et la République démocratique du Congo, et d'autre part, c'était un terreau fertile pour leurs activités illicites d'exploitation de nos ressources naturelles. Et donc voilà dans quoi nous nous trouvons. Nous sommes arrivés à la tête de ce pays en faisant cet amer constat. Et donc moi, d'entrée de jeu, j'ai été voir tous nos voisins, il y en a 9 que compte la République démocratique du Congo, pour leur dire, écoutez, moi je veux la paix dans mon pays, je veux le développement, je viens vous proposer, puisque nous serons voisins de toutes les façons à vie, je vous propose de faire des partenariats, d'améliorer nos relations diplomatiques, d'aller sur des projets de développement, des projets de construction d'infrastructures entre nos pays, d'échanges culturels et autres qui feraient que nous allons accroître la richesse pour nos pays. Beaucoup m'ont entendu, malheureusement, il y en a eu qui ont fait semblant, et c'est le cas du Rwanda, parce que 3 ans après, ils soutenaient de nouveau encore
un groupe armé qui avait pourtant disparu depuis une dizaine d'années. Mais ils soutenaient toujours dans le but de venir déstabiliser la République démocratique du Congo et maintenir cet ordre ou ce désordre qui leur profite amplement. Quand vous entendez parler, M. le Président, vous avez donc repéré les protagonistes. Bien sûr, les protagonistes sont repérés, les causes également. Maintenant, il faut combattre ça. Nous parlons ici d'un phénomène qui a pris racine, qui est devenu un mode de fonctionnement de la société depuis une vingtaine d'années. Vous imaginez, c'est toute une génération ça. Donc imaginez-vous qu'il y a des jeunes Congolais qui sont nés et quand ils ont commencé à comprendre les choses, ils étaient déjà dans cette situation. Donc pour eux, il n'y a pas d'autre modèle de fonctionnement d'une nation, d'une société que celui-là. Donc c'est très difficile parce qu'il faut s'attaquer à la fois aux méthodes, aux pratiques qui se font, les viols, les violences, les trafics. Donc il faut s'attaquer à ça, mais également aux mentalités, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de sentiments, donc qui sont nés dans la violence et qui pour eux, cette violence est normale. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour moi, ça doit commencer d'abord par la montée en puissance et l'organisation de nos forces de défense et de sécurité. C'est ce à quoi nous nous attelons pour le moment. Ensuite, nous allons instaurer ou réinstaurer l'autorité de l'État dans tous ces coins-là, parce qu'il faut une justice, il faut des autorités, il faut une police, il faut protéger les communautés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura un ordre républicain qui reviendra et qui fera que les gens seront obligés soit de se ranger derrière cet ordre républicain ou de s'exclure de la société en étant arrêtés, condamnés et mis à l'écart au banc de la société. C'est donc votre plan de sortie de crise? Bien sûr, bien sûr. C'est le plan de sortie de crise, évidemment. Alors vous venez d'initier également, on passe un peu à autre chose, un vaste projet de développement de 145 territoires. Oui. C'est un projet ambitieux pour développer bien sûr la RDC depuis la base. C'est ça. Et je pense que ça peut marquer vraiment un tournant décisif pour votre mandat. Bon, moi je pense plus à mon pays qu'à mon mandat. Le mandat, c'est les Congolais qui jugeront le moment venu. Mais l'idée première était comme je vous l'ai dit, de développer ce pays qui a énormément d'atouts. Et je suis parti du principe que si on commençait par les 145 territoires qui composent notre pays et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation mais vraiment déplorable, lamentable de dégradation sociale, infrastructurelle et bien d'autres choses, nous commencerons donc par construire ou refaire ces territoires en instaurant, comme je l'ai dit ici, l'autorité de l'État, donc en construisant des bureaux de l'administration des territoires, en construisant une école de référence primaire, secondaire aux besoins et une technique de formation professionnelle, en construisant un centre de santé également de référence, en construisant des routes, une route principale qui irait de ce territoire au territoire voisin. Et si tous les territoires faisaient la même chose, en très peu de temps, nous atteindrons l'intégration nationale. Ensuite, on va doter chaque territoire d'une brigade routière donc pour entretenir ces routes, mais également d'une brigade agricole, parce que tous nos territoires ont toujours ce côté agricole. C'est partout au Congo que la terre est arable, la terre est fertile et qu'on peut développer une activité agricole qui va non seulement donner de l'emploi, mais également permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire et ainsi d'éradiquer le mouvement d'exode vers les centres urbains, qui aujourd'hui sont totalement débordés. On le voit avec Kinshasa, qui il y a encore une quarantaine d'années ne comptait pas pas plus de 5 millions d'habitants, mais aujourd'hui on est presque à 15 millions d'habitants. Et le plan d'urbanisation n'ayant pas suivi, nous avons des conséquences de ça. On le voit,
les gens bâtissent un peu n'importe où, sans plan d'urbanisation, comme je disais, et donc cela crée des inondations, des glissements de terrain, enfin, des érosions, parce que les choses ne se sont pas faites, les villes n'étaient pas adaptées à accueillir autant de monde. On a des problèmes d'adduction d'eau potable, de distribution de courant électrique. Donc tout ça fait que on n'a pas été préparé. Et donc le but ici, c'est de faire comprendre aux Congolais qu'il n'y a pas que les villes qui peuvent procurer qui peuvent donner le sens, le bien-être, qui peuvent procurer la joie de vivre. On peut aussi très bien vivre dans les milieux ruraux, on peut aussi très bien vivre dans nos territoires, dans nos villages. Voilà pourquoi on veut, j'oubliais de dire aussi que dans chaque territoire, on va apporter de l'eau et de l'électricité, des constructions aussi de maisons, de camps, de logements, pour permettre même à des gens qui ont vécu, qui ont passé leur vie à l'extérieur, qui ont été formés à l'étranger, de pouvoir revenir et se dire que on va aller habiter dans notre territoire parce qu'on a en tout cas tous les besoins essentiels et propices à pouvoir produire évidemment le meilleur de soi. Donc voilà pourquoi ce plan, j'y tiens beaucoup. Il a commencé déjà à certains endroits. Très bientôt, je vais l'annoncer, enfin le lancer officiellement et montrer au peuple congolais ce qui a déjà été fait et ce qui est à venir. Donc c'est un plan qui va prendre du temps, mais en tout cas qui va relever le Congo une bonne fois pour toutes. Vous parlez justement du temps. Est-ce que vous êtes assez optimiste pour la réalisation dans les délais? Bon, ça dépend de quel délai. Surtout qu'il devrait engloutir une grande enveloppe, pratiquement 2 milliards. Oui, l'argent, c'est pas ça le souci, nous l'avons et grâce à Dieu d'ailleurs, c'est un programme qui a énormément, un projet qui a séduit même la communauté internationale. Aujourd'hui, la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales se disent très intéressées par ce projet et prêtes à venir nous accompagner. Donc c'est pas tellement ça. Le temps, vous savez, le temps appartient à Dieu. Moi, je ne calcule pas les choses que je fais dans mon pays en fonction du temps, parce que je ne veux pas attirer simplement la gloire pour moi-même. Mon but ici, c'est de redorer le blason terni de la République démocratique du Congo, mon pays, mais surtout de redonner la confiance dans son pays, l'amour de sa patrie et la dignité perdue aux Congolais. Merci, Monsieur le Président. Et vous venez quand même aussi de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été tenue à un moment particulier où les relations entre les États subissent de sérieux coups de butoir. Ouais. Quand on regarde un peu ce qui se passe à l'échiquier mondial. Mais quelle a été votre impression au cours de l'Assemblée? Quelle est la position de la RDC que vous incarnez au sujet de ce remodelage des relations? Bien, bon, les grands enjeux pour lesquels moi j'ai participé à cette Assemblée, c'était d'abord de stigmatiser la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a apporté d'ailleurs son lot de conséquences en Afrique aussi. Nous avons été touchés économiquement. C'était de demander, d'abord de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais de demander à ce que ce conflit prenne fin, parce que les conséquences sont graves. Il y avait aussi cet enjeu climatique. Notre planète se réchauffe et malheureusement l'Afrique, qui est pourtant le continent qui pollue le moins, a, comme je dis malheureusement, les plus grandes, les plus graves conséquences. Donc c'était aussi une tribune pour faire le plaidoyer de notre continent et dire qu'il y a eu des promesses qui ont été faites par les pays pollueurs de mettre davantage de moyens pour aider les pays victimes de leur pollution à faire face au changement climatique. Le plaidoyer était aussi fait en faveur de l'Afrique,
en général, par rapport à cette insécurité qui menace aujourd'hui la stabilité de l'Afrique, ces groupes terroristes islamistes qui sont nés après la guerre qu'on a fait contre la Libye et le défunt colonel Kadhafi. Donc il y a une certaine part de responsabilité de l'Occident qui avait lancé cette guerre, a donc cette part de responsabilité à venir aider les Africains à s'en sortir. Et donc, et enfin, j'ai mis le doigt sur l'expérience malheureuse que vit la République démocratique du Congo. J'en ai parlé un peu plus tôt dans mon interview ici, par rapport à l'agression dont nous faisons l'objet de la part du Rwanda. J'ai dénoncé cela du haut de la tribune des Nations Unies pour dire que si le monde civilisé ou occidental ou appelons-le comme on veut, moderne ou que sais-je, si le monde en tout cas condamne l'agression de l'Ukraine par la Russie, ben, nous vivons le même schéma vis-à-vis du Rwanda qui, sous couvert du groupe M23, agresse aussi la République démocratique du Congo. Et pourquoi y a-t-il cette sorte de deux poids deux mesures qui consiste à dire dans un cas on condamne la Russie, mais dans l'autre allez négocier avec vos agresseurs sans aucune condamnation du Rwanda. Et c'est cette injustice que j'avais voulu mettre en exergue lorsque j'ai pris la parole à la tribune des Nations Unies. Un autre dossier qui fait frémir aussi certains milieux concerne, je pense, la mise en exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Comment vous voyez ce problème? Et 6 gaziers. Oui, il y en a 33 au total. En fait, d'abord, je tiens à dire qu'il n'y a aucune convention internationale, aucune mesure ou accord signé au niveau international qui nous interdit de mettre en valeur nos ressources. Aujourd'hui, c'est vrai, le monde est menacé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le changement climatique, le réchauffement de cette planète qui entraîne un dérèglement climatique avec les conséquences que l'on voit sur l'agriculture, sur les populations. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que le Congo va exploiter ses ressources naturelles que cela va aggraver la situation. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, nous avons vu que des pays comme l'Allemagne, la France et autres, qui avaient mis fin à l'exploration ou à l'exploitation plutôt de leurs énergies fossiles, ont repris la production du charbon pour les uns, la production de l'énergie nucléaire pour les autres, alors qu'il y avait des sites qui avaient été fermés. Ils ont rouvert pour produire cela et faire face aux besoins ou à la carence d'énergie qu'ils subissent en ce moment. De même, en République démocratique du Congo, j'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé des difficultés que nous avons au niveau du développement, des problèmes d'insécurité. Tout ça demande des ressources. Et ces ressources, nous n'allons pas les quémander ad vitam aeternam alors que nous sommes assis dessus, nous vivons sur ça. Alors, nous avons voulu, comme tout pays indépendant, jouir des ressources qui sont les nôtres. Bien entendu, le Congo, comme je l'ai dit, est un pays aux multiples atouts. Et parmi ces atouts, il y a aussi ces capacités à apporter des solutions au dérèglement climatique. Et malheureusement, on va dire malheureusement, il se fait que certaines de ces ressources, certaines de ces réserves naturelles se trouvent dans des zones dites protégées. Je pense ici par exemple au parc de Virunga, qui est le plus grand parc naturel du monde, et qui est une zone protégée, un espace qui contribue, grâce à sa forêt dense et tout ça, à protéger, à capter le carbone, à protéger le climat. Et donc, et la biodiversité, etc. Et donc, dans tout ça, ça fait que
on ne va pas exploiter ces ressources se trouvant dans le parc de Virunga sans avoir au préalable mesuré l'impact environnemental. Donc, si demain les spécialistes en environnement nous démontrent qu'il y aura un impact négatif à l'exploitation de ces ressources qui se trouvent dans le parc de Virunga, ben nous allons immédiatement arrêter. Nous parlons ici de 33 gisements gaziers et pétroliers. Donc, il n'y en a que 6 qui sont concernés par justement leur situation à problème. Mais les autres qui restent, les 27 autres, sont totalement libres d'exploitation et sans aucune conséquence du tout. Donc ça, j'aimerais dire que le Congo ne va pas galvauder ses atouts de pays solutions aux problèmes environnementaux parce qu'il veut nécessairement chercher de la richesse, chercher à produire, à exploiter ces gisements. Mais j'aimerais quand même j'aimerais attirer l'attention de la communauté internationale sur cette hypocrisie qui consiste à nous interdire de chercher chercher le bien-être, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, alors qu'aujourd'hui, en prétextant justement cette histoire d'environnement, alors qu'aujourd'hui, je parlais du parc de Virunga, mais le parc de Virunga aujourd'hui est occupé à être détruit. Cette aire protégée que le monde entier nous envie et qu'on nous demande de garder, ce patrimoine mondial est aujourd'hui en train d'être complètement mis en danger à cause de l'activisme des groupes armés. Les groupes armés y vivent. Les groupes armés déboisent. Les groupes armés s'attaquent à la faune et à la flore dans ils coupent du bois, ils doivent se loger avec ça, se chauffer avec ça. Aujourd'hui, la démographie a fait que des populations entières, enfin le nombre exponentiel des populations a fait que des populations vivent maintenant aux abords de ces parcs et vivent en exploitant justement le bois qu'il y a là-bas, en coupant ce bois parce qu'ils doivent avoir des zones pour s'adonner à l'agriculture. Donc tout ça fait que on est en train de tuer petit à petit le parc de Virunga. Mais c'est valable pour toutes les autres aires protégées aussi de la République démocratique du Congo. Donc nous demandons simplement à ce que nous ayons les moyens pour pouvoir donner d'abord à ces populations des moyens de substitution afin qu'ils ne se servent plus de ce bois, ils ne continuent pas à accentuer la déforestation et que nous puissions avec eux protéger nos forêts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui peuvent permettre évidemment de faire de l'agriculture sans déforestation. Voilà. Et avec ces ressources, aussi renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir mettre fin à l'activisme de ces groupes armés qui sévissent dans ces zones-là et qui les détruisent. Donc, cette hypocrisie qui consiste à dire que ce ne sont que ces appels d'offres qui vont détruire l'environnement et qu'avant ça tout allait bien, moi je dis non, ça suffit. Nous voulons mobiliser ces capacités, ces ressources pour pouvoir justement remettre de l'ordre dans tout ça et contribuer aussi à la lutte pour la préservation de notre patrimoine environnemental. Voilà. Avec tout ça, M. le Président, il y a des élections générales qui devront normalement être tenues fin 2023. C'est ça. Est-ce que, oui, voyez-vous la capacité de les organiser dans les délais? Oui, jusque-là, il n'y a aucun problème. Il y a à peu près près de 400 millions déjà de dollars qui ont été décaissés pour cette organisation. En tout cas, à part la menace de l'insécurité, je ne vois aucun problème qui puisse empêcher la tenue et l'organisation. Et alors, êtes-vous candidat à votre propre succession? Oui, je crois que je l'avais annoncé déjà. Je suis candidat. Je suis, comme je vous l'ai dit
en train de m'activer à redresser ce pays, à lui redonner sa fierté, à le remettre sur les bons rails pour que son développement soit assuré. Et je pense qu'en un mandat, ça ne suffit pas. Le moment venu, nous présenterons le bilan à mi-parcours, j'allais dire, parce que je souhaite un deuxième mandat. Et à ce moment, les Congolais jugeront si vraiment le travail qui a été effectué est bon et porteur d'espoir. Et là, ils jugeront de me refaire confiance ou pas. Le mot de la fin, c'est vous, Monsieur le Président. Le mot de la fin, c'est celui d'appeler encore nos compatriotes à un élan patriotique, justement, celui de défendre la patrie. Le pays est en danger. Je crois que l'aventure du M23 doit nous apprendre sur nos faiblesses, mais sur le fait aussi que nous sommes un pays qui est porteur de tellement d'espoir qu'il provoque aussi de l'envie de la part de nos voisins ou de puissances encore plus éloignées. Et donc, il est du devoir de tout un chacun, congolais, donc j'entends, de se lever et de travailler pour redresser son pays. Notre pays a besoin de toutes nos mains, de toutes les intelligences pour pouvoir le positionner de telle sorte qu'il soit protégé et libre d'évoluer en toute quiétude, sans risque de perturbation ou de déstabilisation. Donc cela demande évidemment un sursaut patriotique au-delà de nos convictions politiques, de nos appartenances tribales, religieuses ou autres. Nous sommes enfants d'une même patrie, de la mère patrie qu'ils appellent la République démocratique du Congo, et cela va au-delà de toute autre considération. Aimons le Congo, mettons-nous ensemble pour le bâtir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et je pense qu'on vient de poser un acte vraiment historique dans le cadre de l'ONG Africa, et je pense que c'est votre première interview dans un organe de presse africain. Oui, je pense aussi. Je crois aussi. Je vous remercie de tout cœur. Que Dieu bénisse René Charles. Merci de tout cœur.